Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour écouter ce nouvel épisode de podcast où je ne suis pas seule cette fois. Je suis bien accompagnée parce qu'aujourd'hui, je reçois Laure qui va vous parler du coup de son expérience dans l'entrepreneuriat, de ses challenges juridiques. Mais avant tout, elle est aussi là pour pouvoir se présenter, vous faire du coup découvrir certains aspects du business peut-être que vous n'avez pas encore pensé à anticiper. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter, Laure. Merci beaucoup d'être présente. Merci beaucoup, Sarah. Je suis ravie d'être là. Donc, moi, c'est Laure, j'ai 35 ans. Je suis créative depuis toujours et donc j'ai décidé de lancer Soulshine Studio, qui est un projet pour accompagner les femmes à s'épanouir, à se révéler à travers la créativité, donc qui est quand même un axe important. Très bien, merci, c'était très clair. Et justement, tu as choisi un axe qui est parfois pas assez exploité, justement, donc qui est assez particulier. Est-ce que c'est parce que tu avais envie de développer cet axe-là que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ou alors tu avais une autre raison pour laquelle tu as décidé d'être entrepreneuse? Alors à la base, mon histoire personnelle, c'est que j'ai traversé un grand chagrin d'amour et qui m'a amenée à écrire, à créer, et je me suis rendu compte du bien que ça pouvait faire, que vraiment ça aidait à avancer à titre personnel, que ça soignait beaucoup au niveau des émotions. Et je me suis dit, il ne faut pas que je reste toute seule avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose à transmettre, voilà, faire comprendre surtout aux femmes, puisque moi, c'est l'axe que j'ai décidé de travailler. Vraiment, j'ai une démarche de sororité. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de place à faire pour les femmes dans la société, donc très important pour moi. Et de voir que je pouvais partager ça avec elles, que ce qui m'était arrivé à moi, voilà, je sais que je ne suis pas la seule à traverser des choses pas faciles dans la vie, mais on peut avancer, on peut se faire beaucoup de bien en créant. Ça permet vraiment de se libérer la tête, de travailler aussi les mains. Ça lie les deux finalement, et en me rendant compte du bien que ça pouvait faire pour moi, je me suis dit, j'ai vraiment quelque chose entre les mains à partager aux autres. Et c'est de là que c'est parti, vraiment, que ma démarche a été lancée. Je me suis dit, je vais me former moi pour ensuite pouvoir accompagner d'autres personnes. Et j'ai choisi la méthode du journal créatif, donc, qui est une méthode fondée par une Québécoise il y a déjà 20 ans. Et c'est une méthode de journaling très moderne qui permet de travailler sur soi, donc de l'introspection, mais aussi du ludique, puisque les deux vont ensemble pour travailler sur le bien-être. Et donc, avec de l'écriture, du dessin, du collage, on peut vraiment travailler ses émotions et avancer dans la vie sur plein d'axes. Et il n'y a pas du tout besoin d'être une grande artiste, d'être très douée, de savoir dessiner incroyablement bien. Pas du tout. Justement, le concept, c'est que c'est abordable pour vraiment n'importe qui, même celle qui pense ne pas être créative, justement. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, là où toi, tu peux aider les entrepreneuses finalement à pouvoir du coup s'émanciper par l'écriture, par l'art, enfin par la créativité finalement, l'art au sens le plus littéral et voilà, accessible on va dire. En fait, toi aussi, finalement, c'était aussi très lié à ta propre histoire finalement. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée. Et en tant qu'entrepreneur, on est confronté à plein de challenges. Alors déjà, dans notre vie personnelle, on peut avoir des naissances, des décès, enfin plein de choses qui viennent jalonner notre propre vie. Et ensuite, la vie de notre entreprise, donc notre casquette en tant que chef d'entreprise, etc. Donc des challenges, on en a tout le temps. Et donc, toi, même aujourd'hui, donc du coup, au début où tu t'es lancé, il y avait déjà le challenge émotionnel en fait qui était là, le bagage émotionnel qui ensuite, enfin du coup, t'a inspiré la création de ton entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore confronté à des challenges liés, on va dire, à ta vie entrepreneuriale? Et comment tu le gères? Est-ce que c'est un outil finalement qui te permet de pouvoir mieux traiter en fait tes propres challenges? Alors complètement. Des challenges, c'est sûr que comme tu le dis très bien, on en a tout le temps, que ce soit sur le perso, le côté un peu émotionnel, mais aussi le côté pro, avec justement le fait de se lancer dans le business, finalement, de lancer son projet. Le journal créatif, c'est un outil qui sert tout le temps, qu'on peut vraiment utiliser à n'importe quel moment. Ça peut se faire même sur un coin de table, c'est quelque chose qui n'est pas du tout gênant. Et c'est vrai que moi, ça m'aide à apporter beaucoup de clarté dans mon projet finalement. C'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours, ça c'est obligé de toute façon.
et qui m'apporte énormément, mais même pour l'entreprise, ça me permet d'y voir clair, de poser les choses, de poser par exemple tout ce que j'ai à faire. Ça me permet aussi de travailler finalement la connaissance des femmes que je vais accompagner, de voir un petit peu comment on peut poser tout ça sur le papier. On est obligé d'emmagasiner cette expérience-là pour pouvoir transmettre derrière quelque chose. Donc, ça sert pour les deux. Et sur mon projet, j'ai envie de dire, les deux vraiment se croisent et se lient parce qu'il n'y a pas la partie émotionnelle, même de l'accompagnement de l'individu que je vais accompagner d'un côté et le business de l'autre. Non, c'est vraiment main dans la main. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir un outil, une méthode sur laquelle je suis en train de me former aujourd'hui, qui est ultra polyvalente, qui est d'une richesse incroyable et qui permet justement, comme dans la vraie vie finalement, de lier tout ça, hein, parce qu'on le sait, dans la vie, les choses ne sont pas séparées, elles ne sont pas compartimentées. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que aussi bien, enfin, aussi beau et utopique que ça a l'air d'être en ligne où les personnes te disent sépare bien ta vie pro, ta vie perso, ça a aussi ses limites. Et le perso impacte le pro impacte le perso. Toujours. Tout le temps. Est-ce que tu aurais envie, du coup, de préciser un petit peu quelles seraient, selon toi, les choses à ne pas louper quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout dans la prestation de services, des bonnes petites choses que tu aimerais bien donner, comme si tu pouvais donner un petit cartable, le cartable de la rentrée à la personne qui nous écoute et qui n'a pas encore créé son entreprise? Alors, je vais parler surtout sur l'accompagnement de personnes, puisque c'est ce qui me concerne directement. Pour moi, c'est essentiel de continuer de travailler sur soi-même. Pour moi, c'est la seule façon d'être en mesure d'accompagner les autres de la manière la plus juste possible. Ça, c'est vraiment indispensable. Dans la vie en général, de toute façon, c'est un travail en continu. Et c'est vrai que si on n'est pas confronté soi-même à travailler sur ses émotions, on ne pourra pas derrière être à l'écoute et tenir l'espace de manière saine pour accueillir la personne en face et lui permettre d'avancer de manière juste. Voilà, l'idée, c'est pas de se précipiter, c'est pas d'appliquer une méthodologie bête et méchante qui va convenir à tout le monde. C'est très bien que justement, ça ne conviendra à personne. Mais voilà, je ne peux pas rester comme je suis aujourd'hui et pas continuer d'avancer à titre personnel si derrière j'ai la prétention d'accompagner des gens. Donc, pour moi, essentiel en tant qu'entrepreneuse de se former en continu, de travailler sur soi, de se former. Alors, ça implique plein de choses, hein. C'est vraiment, bien sûr, le travail émotionnel, mais aussi l'approche d'accompagnante en tant que telle, hein, parce que accompagner, coacher, soutenir des gens, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Pour moi, c'est essentiel d'être soi-même accompagné. Ça, je le précise aussi, hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que ça permet de faire le lien avec ce qu'on travaille soi-même, la personne qui nous accompagne, et comment on peut après, à notre tour, transmettre ces choses-là de manière saine, finalement. Et après, pour les entrepreneuses qui se lancent, il y a beaucoup de choses à penser. Donc, je conseillerais de faire les choses petit à petit, parce que c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, j'ai aussi un métier salarié à temps plein à côté de mon projet. Donc, je dois faire aussi l'équilibre, hein. Je pense que équilibre, c'est un mot très, très important pour quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Donc, ça serait la deuxième chose que je dirais. Et après, au global, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général, de la bienveillance envers les autres. Ça, pour moi, c'est incontournable aujourd'hui. On est dans un monde qui va vite, où il se passe beaucoup de choses, où on peut vite être un petit peu en friction avec les autres. Donc, pour moi, c'est essentiel dans mon approche du business aujourd'hui de cultiver cette bienveillance, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de soi-même aussi, hein. Ça veut pas dire ne pas poser de limites. Bien sûr, c'est essentiel de poser des limites, mais de faire les choses avec le cœur ouvert et d'essayer de faire du partage, de faire de la transmission, de ne pas garder les choses pour soi et d'être dans une démarche d'entraide. Voilà, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui si on veut se lancer et s'aider les unes les autres. C'est souvent ce qui revient aussi, hein, cette histoire de bienveillance vis-à-vis de soi-même, mais aussi, avant d'être bienveillant vis-à-vis des autres, il faut aussi accepter d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment très important. Et est-ce que tu as quelques idées un peu des erreurs fréquentes que l'on fait justement quand on se lance dans l'accompagnement? J'imagine que c'est aussi très en lien avec ce que tu as dit, mais il y a aussi effectivement l'inverse de ce que tu as dit, donc le fait de ne pas prendre du coup suffisamment le temps
pour soi aussi avant d'accompagner. J'imagine que c'est une erreur qui peut arriver fréquemment dans le démarrage de l'activité, en tout cas. Est-ce que tu vois d'autres erreurs qu'il ne faudrait pas faire ou alors qu'il faudrait éviter si on veut se sentir bien dans son entreprise? Alors effectivement, le premier, comme tu dis, c'est de pas faire passer les autres avant soi-même, hein. C'est pas du tout antinomique avec ce que je viens de dire sur la bienveillance, mais c'est en prenant soin d'abord de soi-même et en étant bien, en étant aligné, en étant sereine, qu'on peut après donner ça aux autres et donc les aider à avancer du mieux possible. Donc se prioriser, ça permet finalement de prioriser les autres en réalité. Et ça, on n'y pense pas assez. Quand on veut se lancer en accompagnante, je pense qu'on essaie d'abord de mettre l'autre au centre et pour moi, ça, c'est une erreur. Donc, c'est se remettre soi au centre pour après pouvoir rayonner finalement, hein. Pour moi, ça, c'est un mot qui est très important dans ma philosophie, dans mon projet, hein, qui s'appelle quand même Soul Shine. Donc, il y a vraiment cette idée de rayonnement. Et pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord rayonner soi-même pour pouvoir après transmettre ça. Donc, ça, c'est le premier. Et après, ça rejoint un petit peu ce que je disais, se précipiter. Voilà, ça, c'est quelque chose, moi, j'ai pu y être confrontée. J'y suis encore confrontée régulièrement, donc j'essaye de faire attention à ça. C'est un peu le défaut de vouloir tout faire en même temps, d'être partout au même moment. C'est un peu aussi le problème quand on est toute seule et quand on se lance, donc c'est normal aussi. Moi, j'ai un fonctionnement vraiment que j'appelle multipassionné et qui exprime bien aussi le cœur de mon projet. Donc, vouloir être un petit peu dans tous les sens au même moment. Donc, être capable aussi de se réguler là-dessus, de se poser, de gagner en clarté en posant les choses sur le papier. Moi, je reviens toujours à ça puisque de toute façon, c'est mon cœur de métier, mais ça aide énormément. Et être capable de prioriser et de voir, OK, allez, cette semaine, je fais ces actions-là, la semaine prochaine, ces actions-là, et dire qu'il faut accepter de prendre le temps, hein. J'ai une amie qui dit cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « on n'achète pas le temps ». Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc il faut accepter que ça prenne du temps, que le projet ne va pas se monter en un mois, il ne va pas se monter en 6 ou même en un an. Il faut accepter ce temps incompressible, mais finalement, on a besoin aussi de mûrir et d'avancer en ce sens. Et là, pareil, ce que je peux conseiller, c'est de se faire accompagner, de s'entourer de personnes qui vont avoir des expertises complémentaires et qui vont pouvoir nous guider et éviter de rester seule. Alors, on l'est toujours hein, en entrepreneuse, surtout indépendante, mais on peut quand même avoir des soutiens. Il faut aller chercher les bonnes compétences et pas avoir peur de demander de l'aide, justement. Ça me permet de rebondir parce que je pense que c'est une transition toute trouvée pour parler du fait que lorsqu'on crée son entreprise, mis à part tous les enjeux qui sont déjà émotionnels dont on a parlé avant, les enjeux même en termes d'organisation, comment je vais faire, puis packager mon offre, etc. Il y a aussi tout simplement la base de la structure qui nous permet de pouvoir vendre, qui nous permet de pouvoir avoir une existence juridique. Donc, sur cette idée de conseil, d'accompagnement, vient souvent en premier plan cette question du statut juridique. Est-ce que pour toi, c'était simple de trouver ton statut juridique ou alors tu as fait beaucoup de recherches ou tu as, t'as cherché des conseils un peu à droite à gauche? Comment est-ce que tu as choisi ton propre statut juridique? Alors pour moi, ça a été simple puisque je connaissais déjà le statut d'auto-entreprise, micro-entreprise maintenant, mais c'est un statut que je connaissais il y a quelques années quand j'avais été étudiante. Donc pour moi, c'était évident. Voilà, je me suis dit, je vais repartir de ça. Et puis après, en fonction de comment mon projet évoluera, là, clairement, je sais que je me ferai accompagner si nécessaire pour faire évoluer justement le statut de mon entreprise. Mais pour me lancer, là, ça a été simple, évident. Je savais que j'allais aller vers ce statut-là, le temps de me lancer, de tout mettre en place et après de me développer en me disant, voilà, ce sera dans un temps de voir en fonction de comment mon projet avance, si je réussis à le développer suffisamment, la question se posera. Et là, j'irai solliciter du conseil. Mais aujourd'hui, pas de problème, question très, très vite résolue. Génial. Au moins, tu vois, tu avais déjà ces connaissances-là, tu as pu les mettre à profit, en fait, pour pouvoir, du coup, choisir ce qui était mieux pour toi aujourd'hui. Sachant que le statut juridique, c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est comme un véhicule. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Pour aller à la boulangerie, peut-être que tu vas marcher à pied, mais pour aller, je sais pas, au Canada, tu vas peut-être plus prendre l'avion. Donc, ça dépend de ce que tu veux, quels sont tes objectifs, plus ou moins long terme. Et dans tous les cas, c'est au véhicule de s'adapter à toi finalement. C'est pas à toi de dire je vais essayer le plus possible de restreindre mes objectifs de vente, mes objectifs de développement et tout.
Si tu as des gros objectifs de développement et que ça va te nécessiter beaucoup de dépenses, pourquoi pas se tourner dès le début vers un statut qui va te permettre d'optimiser ces dépenses-là. Alors que si tu te dis, principalement, j'aimerais que mon chiffre d'affaires soit principalement mes revenus, et que aujourd'hui, ça me permette à moi de pouvoir m'organiser toute seule, de mettre de côté, de pouvoir constituer mon propre patrimoine sans avoir des obligations de gros prélèvements de cotisations sociales, eh bien, c'est une bonne alternative de dire je commence déjà par un statut qui est beaucoup plus adapté pour ce besoin-là aujourd'hui. Et donc, on a parlé du statut juridique, mais quand on parle d'entreprise, il y a aussi l'aspect de la vente. Donc, pour vendre, il faut trouver du coup des clients qui nous payent, pour le coup, mais qui nous payent, qui respectent notre travail. Et du coup, vient la question de la mise en conformité pour cela, parce que ça vient te protéger au niveau de tes intérêts aussi, mais aussi de tes clients, de montrer qu'ils peuvent avoir confiance en toi, de montrer la transparence aussi de ton entreprise. Donc, est-ce que pour toi, c'était une évidence ou simple, ce chemin finalement de la mise en conformité? Oui, pour moi, c'était vraiment une évidence. Ma démarche, c'est de prendre mon projet au sérieux pour que mes clientes sachent que c'est un projet qui tient la route, qui me tient à cœur, qui est important pour moi. Et ce n'est pas quelque chose que je fais sur un coin de table, un petit peu à l'arrache, sans trop savoir où je vais. Non, c'est un projet que je cadre, c'est quelque chose auquel je tiens. Comme tu le dis très bien, c'est important quand même quand on travaille de se faire rémunérer, d'être rémunéré correctement. Voilà, donc finalement, pour moi, c'était une preuve de respect envers moi-même, envers mon projet, de me dire, je prends ça au sérieux, donc j'investis sur mon projet et la mise en conformité en fait partie, c'est une évidence. Et je montre aussi que je suis quelqu'un de sérieux, que ce soit pour des éventuels partenaires avec qui je peux être amenée à collaborer, que ce soit pour mes clientes. Voilà. Donc pour moi, c'était une évidence et c'était essentiel. Oui, et donc je sais qu'on a travaillé ensemble pour la mise en conformité de ton entreprise. Si je ne dis pas de bêtises, tu avais même pris un pack Morito. Oui. Oui, donc exactement. Pour les des services. Est-ce que ça a quand même simplifié la tâche de ta mise en conformité d'avoir du coup ces packs de modèles? Tu peux le dire de manière très honnête. Est-ce que c'était plus simple pour toi? Voilà, quelle a été ton expérience finalement avec les modèles pour te protéger? Ça a été vraiment très, très fluide et c'est aussi ça que j'étais venue chercher quand je t'ai contactée pour qu'on puisse travailler ensemble et voir quel pack était le plus adapté à ma situation et ainsi de suite. Oui, pour moi, c'était vital. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'un thème d'actualité, c'est qu'on a les IA. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent qu'ils peuvent se mettre en conformité en demandant à un ChatGPT de leur générer tous les documents, toutes les mentions légales, etc. Moi, pour être un petit peu dans ce domaine-là, dans le monde professionnel, je sais que ce n'est pas le cas et que vraiment, c'est pas une bonne idée de faire ce genre de démarche. Donc non, moi, c'était une évidence de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, voilà, qui est professionnel de ça, qui pourra m'accompagner au mieux. Et les packs que tu proposes, ça m'a énormément aidé parce que ça a été très, très fluide. C'était clé en main. Pour faire simple, c'est vraiment ça, c'est que voilà, j'ai eu tous les documents, j'ai pu en prendre connaissance. Hyper fluide, tout est là. Même si aujourd'hui, mon activité n'est pas encore tout à fait lancée, parce que je suis en cours encore de formation. Voilà, je suis en train de monter mes offres, donc il me reste encore du chemin à parcourir. Mais à ce niveau-là, c'est prêt. Donc, je n'ai pas à m'embêter. J'ai cette tranquillité d'esprit pour les mois à venir, de me dire, voilà, quand je vais avoir mes premières clientes, je ne vais pas me poser la question. Ça va être très simple. Et ça, c'est vraiment un confort hyper important pour moi sur un sujet qui est sérieux quand même, puisqu'on parle on parle de mise en conformité, on parle de l'égalité. C'est quand même pas rien. Et quand on est entrepreneur, c'est ce que je disais, on peut être un peu démuni face à ces sujets-là. Encore une fois, c'est pas notre métier non plus. De faire appel à quelqu'un qui a les bonnes infos et qui nous donne quelque chose clé en main, facile à utiliser et où en plus t'accompagne quand même très bien. Moi, je me suis pas du tout sentie seule dans tout le processus. Voilà, j'avais mes modèles à utiliser, à prendre en main déjà très simple. Et après, on a pu échanger, que je pose mes questions de manière très spontanée. Toi, derrière, qui m'a refait une vérification complète de ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais complété pour être sûr que, justement, on soit d'équerre et que ça ne soit pas validé à la va-vite. Voilà, l'avantage, c'est que c'était un accompagnement complet et c'était vraiment ce que je cherchais
pour de A à Z être tranquille. Et là, aujourd'hui, à ce niveau-là, je suis prête, j'ai tout. Et ça, c'est trop bien. Génial, merci beaucoup pour ce retour. Et oui, le but, c'est que à la fois, en fait, certes, tu as les modèles, tu dois mettre le nez dedans, tu dois te poser et puis réfléchir finalement à tes propres conditions parce que c'est finalement un miroir par rapport à ce que toi, tu veux vendre, à les règles que tu veux mettre en place. Donc, ça te force un peu à réfléchir à tout ça avant qu'un problème n'arrive. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est posé, tu as fait le plus gros du travail en fait au niveau de ta conformité. C'est-à-dire que par la suite, tu vas uniquement modifier si la loi elle évolue, mais toi, au niveau de tes conditions, de ta manière de travailler, ce qui est OK avec toi, au niveau même tarifaire, c'est posé. Donc, ça t'enlève déjà une pression mentale. En cas de litige, tu sais que tu n'auras plus qu'à te concentrer sur comment tu vas répondre à la personne. C'est ça. Mais au niveau des argumentations, elles auront déjà été prévues pour toi en avance. Donc, je trouve que c'est un très bon cadeau qu'on peut se faire avant de créer son entreprise, c'est de surtout se dire, OK, j'élimine déjà les problèmes avant qu'ils arrivent. Comme ça, je suis concentrée sur l'aspect du développement de mon entreprise et de la vente. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager concernant l'expérience avec le droit qui a peut-être, du coup, que tu as peut-être entendu en tant que salarié, que tu as peut-être entendu dès que tu t'es lancé, ou alors quelque chose que tu crains de voir arriver parce que dans ton domaine d'activité, ce sont parfois des situations qui arrivent et voilà, que tu aimerais partager avec nous. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai déjà été en auto-entreprise il y a un petit moment maintenant, quand j'étais plus jeune et que j'étais étudiante, où je travaillais dans le web marketing. C'est le classique du client qui ne paye pas alors que la prestation a été effectuée. Donc voilà, moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai déjà été confrontée à ça. Donc je sais ce que c'est. Et je sais que on pense que ça ne va pas arriver, que la personne est de bonne foi parce que la personne est très agréable, très gentille, etc., qu'il y a un bon feeling, que le projet se passe bien, etc. Le client est content de ce qu'on lui a livré. Et après, c'est le silence radio. Et voilà, si je devais aller jusqu'au bout de l'anecdote, encore aujourd'hui, j'ai au moins 2 personnes qui me doivent dans l'absolu encore des sous. Voilà, donc après, forcément, quand on est jeune, on est un peu plus facile aussi à manipuler, entre guillemets. On se laisse un petit peu plus facilement avoir. Donc moi, ça a été très clair quand j'ai lancé mon projet de dire je n'accepterai pas que cette situation se reproduise. Entre-temps, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris énormément des choses. Je ne me ferai pas avoir sur ce point-là. Donc, minute 1, avant même, comme on dit, avant même que mes offres soient officiellement lancées, parce qu'elles sont déjà structurées, mais elles sont en cours de lancement le temps que je finisse ma formation professionnalisante. C'était essentiel pour moi d'anticiper ça et de me préparer en amont pour que si demain j'ai ma première cliente, je suis prête à ce niveau-là et il n'y aura pas de souci. Le deuxième truc par rapport à ça, c'est qu'en plus, je travaille dans la prestation de services. Donc, je n'ai pas de produits finis à livrer parce que quand on travaille dans le web marketing, on peut livrer un site, une campagne de pub, il y a quand même quelque chose de concret au bout. Moi, ce que je vais vendre, c'est de l'accompagnement, c'est finalement des ateliers, du suivi de la personne. Donc finalement, j'ai rien de palpable, même en format digital. Donc pour moi, c'est important quand même d'avoir un cadre juridique pour être protégé en cas de litige, pour pouvoir montrer que j'ai accompagné la personne du mieux possible et que après, si jamais ça ne lui convient pas, il y a quand même un cadre juridique dans lequel on se situe et on se met d'accord ou pas, la prestation a été effectuée et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est essentiel. Voilà, surtout sur quelque chose qui n'est pas palpable comme ça, comme le service. Non, mais c'est important. Après, en fonction du domaine d'activité, on anticipe les risques et puis on se pose en se disant, au pire, qu'est-ce qui se passe et quelle serait la solution la plus adaptée avant que le souci arrive, parce que là, comme ça, on n'est pas dans justement l'émotionnel. Et ça fait une petite transition à ce que tu disais, le fait d'écrire, de poser ses idées, d'utiliser aussi le créatif. Selon moi, tu vois, le fait de mettre en place ces contrats, ces CGV, c'est aussi un outil, finalement, même s'il se situe en amont. C'est aussi un outil qui permet aussi de mieux sentir, de mieux se réapproprier son entreprise avant d'être submergé par tout ce qui est émotionnel, la tristesse, la peur, la colère, qui pourrait nous faire prendre des décisions qui sont moins éclairées ou moins adaptées à ce qui est bénéfique pour nous ou pour nos clients. Laure, l'épisode de podcast prend fin.
Donc, j'aimerais que tu puisses nous dire où est-ce qu'on pourrait te contacter si jamais il y a des personnes qui ont des questions et qui aimeraient aller plus loin avec toi. Mais avec grand plaisir. Alors du coup, mon projet s'appelle Soulshine Studio. Donc je suis disponible sur Instagram principalement. Donc ça va être @soulshine_studio_. Je suis également présente sur Threads pour des échanges un petit peu plus spontanés. Et le site est prêt. Donc je suis aussi trouvable sur soulshinestudio.fr, soulshine-studio.fr. Voilà, donc il y a tous les moyens de contact qui sont disponibles et je serais ravie d'échanger avec les auditeurs, les auditrices, si jamais elles souhaitent en savoir plus sur mon projet et travailler leur créativité, justement. Merci à toi, Laure, pour cet épisode de podcast qui était très intéressant. N'hésitez pas à aller la contacter, même si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle propose, ça lui fera toujours plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et à très bientôt pour de nouvelles aventures juridiques.